Mes recherches portent sur l'amour de la musique. Je travaille en sociologue sur cette relation particulière qui nous lie à la musique et à nos goûts musicaux. Pour ma part, j'ai commencé à travailler il y a plus de 20 ans sur le Velvet Underground et ses relations avec Andy Warhol au sein de la Factory de New York dans les années 60. Puis j'ai enquêté sur les publics de la musique du jazz et des musiques de jazz et de rock en Inde, à Calcutta notamment. Et depuis une dizaine d'années, je travaille sur les publics de la musique classique et de la musique contemporaine, avec entre autres une enquête sur les ensembles intercontemporains de Pierre Boulez. Alors, dans mes enquêtes, je pose souvent une question qui est « Quel genre de musique écoutez-vous » Une question simple à laquelle j'aimerais que chacune et chacun d'entre vous essayiez de réfléchir à la réponse que vous pourriez me donner. Dans mes enquêtes, la réponse la plus courante que j'obtiens, c'est « Moi, j'écoute de tout ». Alors je vois au rire dans la salle que cela parle à beaucoup de gens. Effectivement. Alors cette réponse simple, en réalité, recèle pas mal d'idées reçues. La première, c'est qu'on est un petit peu à part. Et moi j'écoute de tout, ça veut dire, écoutez, les autres ont peut-être des goûts limités, mais moi, vous comprenez, c'est différent. La deuxième idée, c'est qu'on veut montrer ainsi une forme d'ouverture à la diversité musicale. Alors la diversité, cela peut s'entendre de différentes manières. Il y a une diversité en termes de genres musicaux, une diversité aussi en termes d'époque, en termes de lieux, ou encore en termes d'artistes différents au sein d'un même genre. Pour autant, cette ouverture à la diversité peut rester abstraite si on ne la met pas concrètement en œuvre. Alors c'est pour ça que dans mes enquêtes, lorsque je discute avec les personnes interrogées, j'essaye d'en savoir un petit peu plus. Et parfois, il y a un peu de difficulté à exprimer concrètement cette ouverture. Et je demande, mais vous écoutez de tout ? Vraiment ? Vous pouvez donner des exemples ? Alors. Ah, oui, je ne l'ai pas ici, mais ça s'affiche très bien, donc tout le monde voit les Rolling Stones. Vous écoutez les Rolling Stones ? Et Tino Rossi ? Vous écoutez Miles Davis ? Et Patrick Sébastien ? Vous écoutez Maître Gims ? Et Pierre Boulez ? Vraiment ? Vous êtes sûr ? Alors, là, j'entends évidemment des sourires ou des rires dans la salle qui nous montrent tout de suite que ces mélanges, en quelque sorte, ne vont pas de soi. On en a conscience intuitivement, et on se dit qu'il y a une forme d'incongruité dans cette juxtaposition. Alors, on peut se dire également aussi qu'on peut connaître sans apprécier, on peut écouter sans aimer. Mais si on écoute sans aimer, cela veut dire qu'on exclut, et que l'on n'est peut-être pas si ouvert que ça. Et c'est pour ça qu'une réponse commune aussi que j'obtiens, c'est « moi j'écoute de tout, sauf du rap. Moi j'écoute de tout, sauf du métal. Moi j'écoute de tout, sauf du classique. » D'ailleurs, à ce sujet, la SNCF a expérimenté, avec succès, la diffusion de musique classique dans les gares pour faire fuir les groupes de jeunes qui s'attarderaient un peu trop longtemps. Et figurez-vous que cela fonctionne. Et cela marche aussi dans les centres commerciaux en Grande-Bretagne ou en Suisse. Alors, le sociologue Pierre Bourdieu disait « Les goûts sont avant tout des dégoûts ». Et oui, il est plus facile de se définir sans doute par ce que l'on n'aime pas que par ce que l'on aime. Et le dégoût musical, finalement, c'est le dégoût des goûts musicaux des gens à qui on ne veut pas ressembler. Les vieux, peut-être, pour la musique classique, mais ce n'est qu'une hypothèse sociologique. Et cette idée-là, en fait, nous montre que les goûts musicaux peuvent fonctionner comme des frontières symboliques entre les individus et les groupes sociaux. Alors pourquoi continuer à croire que nous sommes ouverts et pourquoi continuer à faire croire aux autres que nous sommes très ouverts en matière de musique ? Une raison essentielle tient à notre croyance en la liberté de nos choix. En fait, nous avons une conception
assez romantique de l'amour de la musique. C'est un type d'amour qui ressemble à celui qui nous unit à notre amoureux ou à notre amoureuse. Un amour sans contrainte, sans nécessité. Un amour de pure liberté qui repose sur la passion. Et cet amour de la musique, qui construit nos goûts musicaux, contribue à créer également notre personnalité, notre identité personnelle. Et nous y tenons fermement. La Rochefoucauld disait déjà dans ses maximes que nous tenons plus à nos goûts qu'à nos opinions. C'est-à-dire que nous cédons plus facilement sur nos opinions que sur nos goûts. Il y a donc une forme d'identification personnelle à travers les goûts musicaux. Et l'adhésion à la musique peut être très forte. Alors elle est en particulier très forte chez les plus jeunes, qui peuvent aimer la musique de manière passionnée. Mais évidemment, cette adhésion à la musique se diffuse aussi dans la société et dans de nombreuses classes d'âge. Mais chez les plus jeunes, ça va aller de pair, par exemple, avec un style vestimentaire qui est adéquat avec le goût musical. Si on pense à la musique punk, au rap, au métal, au gothique, etc. Alors, on aboutit évidemment à une contradiction, puisque d'un côté, on va afficher une ouverture aux goûts musicaux les plus divers, et de l'autre côté, on va se définir par un nombre restreint de genres musicaux, un nombre restreint, voire même un genre unique, qui va contribuer à nous définir personnellement. Alors, sur cette idée de la définition de soi, eh bien, pour résoudre cette contradiction entre définition de soi et ouverture, il faut comprendre que nous conservons les goûts musicaux que nous avons forgés pendant notre jeunesse. J'ai montré dans mes travaux, par exemple, qu'on forge son goût musical entre 15 et 25 ans, et qu'ensuite, on continue à conserver le même goût. Autrement dit, si on a découvert le jazz à 20 ans, on va continuer à l'aimer à 60. Alors, je vais vous montrer un graphique. Le voici. L'âge médian des publics. Alors, sur ce graphique, j'ai mis 2 enquêtes du ministère de la Culture de 1980 et 88, en bleu et rouge, et j'ai ajouté une 3e colonne orange, qui est ma propre enquête sur les publics de la musique classique, en 2014. Alors, ce que vous voyez, c'est que, d'abord, l'âge médian des publics est plus élevé pour la musique classique et l'opéra, que pour le jazz, qui est lui-même plus élevé que pour le rock. Alors ça, c'est un premier élément, peut-être assez connu. Le deuxième, qui est moins connu et plus intéressant, c'est que cet âge médian augmente avec le temps. C'est-à-dire qu'on voit qu'entre 81 et 2008, tous les publics de tous les genres musicaux ont vieilli. Et on a bien comme ça une succession des générations qui correspond à la succession des genres musicaux dans l'histoire de la musique. Alors, est-ce à dire qu'il n'y a pas de jeunes amateurs de musique classique, de jazz ou d'opéra ? Bien entendu, non. Il ne s'agit pas d'un déterminisme strict, mais de contraintes. Donc on peut trouver ces jeunes amateurs, et dans mes enquêtes, j'ai pu montrer que ces jeunes amateurs de musique classique présentent des caractéristiques assez distinctives. Ils ont notamment fréquenté le conservatoire pendant assez longtemps, plusieurs années, et ils ont bénéficié de ce que les sociologues appellent une socialisation musicale précoce et suffisamment longue et intense pour contrebalancer les effets de la diffusion massive des musiques populaires sur les médias de masse ou sur Internet. Si vous regardez par exemple le tube de l'été 2017 Despacito, a dépassé les 4 milliards de vues sur YouTube. Donc ce n'est pas forcément d'une très grande diversité. Alors, est-ce à dire pour autant que l'ouverture au goût musical d'autrui serait réservée à ces enfants qui ont bénéficié du conservatoire et que de manière générale ce ne serait qu'une illusion ? Je ne le pense pas, parce que dans cette optique-là, eh bien, il faut tenir compte d'un autre fait, d'une autre croyance, qui est celle de la liberté de nos choix, précisément. Nous ne sommes peut-être pas aussi libres que nous le pensons dans nos choix musicaux. Nous aimons croire que nous sommes très ouverts, et sans doute en raison du fait que les genres musicaux sont aujourd'hui très facilement accessibles grâce au numérique et à Internet. Sur Deezer, Spotify ou YouTube, n'importe qui peut écouter l'intégrale de Maître Gims
et l'intégrale de Pierre Boulez, et instantanément. Évidemment, ce n'est pas tout à fait ce que nous faisons tous les jours. Mais nous aimons croire aussi une deuxième chose, qui est peut-être plus importante, c'est l'égale dignité de toutes ces formes musicales, c'est-à-dire l'idée qu'elles ont toutes la même valeur et que nous sommes parvenus à une sorte de démocratie des goûts musicaux. Chacun fait ce qu'il veut. Cette croyance, en réalité, n'est pas partagée par tout le monde au sein de la société. Elle est en fait plutôt réservée aux classes moyennes et supérieures, c'est-à-dire aux catégories les plus diplômées, et peut-être justement à ces catégories qui ont bénéficié d'une éducation musicale, de la fréquentation du conservatoire, ou d'une ouverture à la sensibilité à diverses formes de musique. À tel point que les sociologues de la culture disent aujourd'hui que l'ouverture à la diversité musicale, c'est devenu le nouveau signe distinctif des élites modernes. Autrement dit, pour être membre de l'élite moderne, il faut à la fois connaître ses classiques et en même temps être très ouvert à la nouveauté. On serait ainsi passé d'une distinction qui passait par l'exclusion à une distinction par l'ouverture. Pour autant, dans nos comportements observables de consommation de musique, nous continuons à considérer que nos goûts musicaux sont les meilleurs. C'est normal, ce sont les nôtres, donc ce sont les meilleurs. Alors, cela étant dit, il faut tenir compte du fait que notre rapport à la culture a profondément changé au cours des dernières décennies. Et ce, en raison précisément d'Internet et des technologies numériques qui nous permettent d'avoir accès techniquement très facilement à des formes musicales et culturelles très diverses et très variées, et en raison également de la montée de la globalisation culturelle, c'est-à-dire la mise en contact généralisée de toutes les cultures du monde. Et aujourd'hui, l'idée qui a prévalu jusqu'alors d'une stricte hiérarchie des goûts musicaux, une hiérarchie au sommet de laquelle se trouverait la musique classique occidentale, et l'idée d'une définition unique du bon goût musical, nous sont aujourd'hui à peu près insupportables. Dénigrer les musiques populaires, mépriser les musiques venues d'ailleurs, ce sont des attitudes que nous n'acceptons plus vraiment. Autrement dit, nous voulons sincèrement être ouverts aux musiques des autres. Nous voulons sincèrement faire preuve d'ouverture et de tolérance. Mais cela passe d'abord par reconnaître que cette ouverture ne va pas de soi, qu'elle n'est pas si facile, et qu'il ne suffit pas de la proclamer pour la faire exister. Sinon, eh bien, nous aurions affaire à une sorte d'hypocrisie sociale qui consisterait à afficher une tolérance de façade, tout en continuant à opérer des distinctions, des sélections, et à distinguer entre ceux qui relèvent du bon goût, selon nous, et ceux qui n'en relèvent pas. Alors, bien évidemment, cette volonté d'ouverture et de tolérance, il faut se demander comment faire pour la rendre plus effective. Eh bien, on peut imaginer que la clé réside dans la démocratisation, précisément, de l'éducation musicale et artistique. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée que l'on doit diffuser pour toutes les catégories de la population, mais surtout évidemment pour les plus jeunes, cet accès à une éducation musicale diversifiée, où l'on pourrait avoir accès justement à des formes musicales plus exigeantes ou différentes, en tout cas différentes de celles qui passent simplement sur les réseaux sociaux, les sites de partage de vidéos ou sur les plateformes de streaming. D'aller un petit peu plus loin grâce à cette éducation musicale et artistique qui ne serait plus réservée, comme c'est le cas encore trop souvent aujourd'hui, aux catégories les plus favorisées. Alors, à ce moment-là, les hiérarchies culturelles dont on parlait, le mépris des musiques populaires, la dictature du bon goût et du monopole du bon goût pourront appartenir au passé. Autrement dit, nous avons encore quelques efforts à fournir. Alors, après y avoir réfléchi plus attentivement, j'ai envie de vous poser à nouveau la question. Et vous, vous écoutiez de tout, vraiment ? Je vous remercie.